La suite de votre journée spéciale, France quoi d'ailleurs? C'était quel adversaire face à l'équipe? France-Australie, la suite de cette journée spéciale. Bon, l'équipe de France s'est imposée 2-1, mais malheureusement, il y a encore beaucoup de choses à dire sur la prestation de nos Bleus. Débrief encore une fois complet, on attend des réactions qu'on va partager tous ensemble dans quelques instants. Nos envoyés spéciaux sont toujours en place. Pierre Niguet est auprès des supporters bleus, la Casa bleue à Kazan. L'affluence qui va augmenter auprès de Pierre. Vous serez en direct dans quelques instants, Pierre, pour nous faire remonter le perçu de nos supporters. Voyons s'ils sont aussi frustrés que nous, malgré cette victoire, dans quelques instants avec vous. Et puis, vient de démarrer Argentine-Islande. Ça vient de partir à l'instant depuis 30 secondes. Candice Roland est en place pour nous faire vivre dans une sorte de grande soirée façon à la chaîne L'équipe. Candice, Léo Messi est bien là. Léo Messi est bien là, effectivement, à Moscou, dans ce stade du Spartak pour cette première rencontre du groupe D. C'est parti, il y a une petite minute, le coup d'envoi donné par les Islandais. Et déjà, une première frappe, certes pas cadrée, certes trop écrasée, mais une première frappe islandaise suite à une perte de balle d'Angel Di Maria, qui est titulaire également du côté de l'Argentine. On n'oublie pas aussi Javier Mascherano au milieu de terrain. Et puis c'est Sergio Agüero qui a été préféré à Higuaín sur le front de l'attaque de l'Argentine. Et puis du côté de l'Islande, bien sûr, la star islandaise Sigurdsson est bien là, tout comme le capitaine Aron Gunnarsson, qui était peut-être un petit peu, en tout cas dans l'hésitation de jouer cette première rencontre, puisqu'il a été opéré du ligament du genou fin avril, mais il est bien là, il est bien titulaire pour cette première rencontre, le capitaine, donc il tient bien sa place pour cette première rencontre. 0-0, le ballon dans les pieds des Argentins. On est toujours avec Julien Aliane, Nabil Djellit. On était ensemble depuis 9h ce matin. Charles Bietri est bien sûr en notre compagnie, tout comme Régis Brouard. Vous avez eu 1 heure pour digérer ce match de l'équipe de France et on compte sur votre recul pour nous donner votre analyse très fine après ce France-Australie qui, soyons honnêtes, nous laisse beaucoup de frustration, voire beaucoup d'interrogations après la prestation des Bleus. C'est absolument pas pour vous orienter, évidemment, après ce que je viens de dire. Vous serez libre de dire ce que vous voulez. On retrouve les Islandais. Tiens, avant de parler de l'équipe de France, c'est une image très sympa. Ils avaient illuminé l'Euro 2016. Charles, Régis, Nabil, Julien. Ah oui. Le clapping est de retour. Regardez ça, les supporters, ils n'ont rien perdu. Le FC clapping. Ah, ça fait toujours autant plaisir de voir ce clapping. Régis, il est enchanté. J'adore. Hein, J'adore. Franchement, clapping, c'est venu d'eux. Quand on le vit dans un stade, parce qu'on entend quand on est sur le terrain, ça amène quelque chose. J'adore. il y avait des clappings pareils pour fêter la montée du Red Star en Ligue 2. Franchement, s'il y a une chose à soulever sur le public du Red Star, là-dessus, franchement, ils sont super. Le message est passé. Régis, pour vos supporters, ça prépare activement la Ligue 2 pour Régis avec le Red Star. Pierre Niguet, on va le retrouver dans quelques instants. Charles, 1 heure de recul. Vraiment, votre impression sur ce qu'a fait l'équipe de France avant de se demander si cette victoire, même si c'est une victoire, remet tout en cause pour Didier Deschamps. De toute façon, on ne peut pas tout remettre en cause. Il y a eu 6 quarts d'heure de jouer sur 42 pour aller en finale de Coupe du Monde. Donc, ça ne remet pas tout. En revanche, ça pose des questions, ça donne des réponses aussi, je crois, en tous les cas. Régis dira peut-être mieux que moi. Moi, ça m'a donné quelques réponses. Puis une réflexion surtout, c'est qu'il y a pour moi un très très grand vainqueur ce soir, c'est Olivier Giroud. Parce que Giroud, tant qu'il n'a pas été là pendant 80 minutes ou 75 minutes, il a montré à quel point il était utile et indispensable à l'équipe de France. Et quand il a été là, il a fait la passe décisive qui a donné la victoire. En saignant, en plus, quand même, sous son bandeau.
Donc un vainqueur pour vous, Olivier Giroud, sur ce premier match des Bleus. Pierre Niguet est en direct avec nous. Pierre, vous avez entendu Charles à l'instant. Le grand vainqueur pour lui, c'est Olivier Giroud qui n'était pas titulaire aujourd'hui. Le grand vainqueur, c'est Olivier Giroud. Le grand vainqueur, en tout cas, ce n'est pas forcément l'équipe de France. Moi, je vais vous faire un petit peu le retour des supporters. Mon cher Messaoud, je suis avec eux depuis 2-3 heures. On ne retient que la victoire ici. C'est un ouf de soulagement. Voilà, nous sommes présents à la Casa Bleue avec Anne-Sophie bien l'a dit. Et tous les supporters que l'on croise sont soulagés du résultat, mais sont inquiets sur le contenu de cette équipe de France, sont inquiets du visage présenté par les Bleus, sont inquiets du manque d'intensité, du manque de rythme, du manque de vitesse de jeu présenté par les Bleus sur la pelouse de la Kazan Arena. Alors, on se félicite évidemment de la victoire. On est bien content de l'entrée en jeu de Fekir. On a applaudi l'entrée en jeu d'Olivier Giroud, mais très franchement là, c'est assez compliqué de trouver de véritables motifs d'espoir. Je vous dis, c'est véritablement du soulagement et on tente d'oublier. On vous montre quand même un petit peu, si vous le voulez, rapidement, la Casa Bleue. Nous sommes donc présents ici à 2 km du stade. C'est un endroit qui regroupe les supporters français. Il y en aura dans toutes les villes présentes et ils sont déjà plusieurs centaines à être arrivés. Regardez, Anne-Sophie vous les montre. On va évidemment aller à leur rencontre dans les prochaines minutes. Dès que vous le souhaitez, Pierre, évidemment, pour les premières réactions des supporters. Ouf de soulagement par rapport aux résultats, mais l'inquiétude. Nabil, est-ce que c'est une victoire qui remet tout en cause? On réexplique le contexte. Quasiment tout le monde voulait ces latéraux-là. Hernandez, Pavard, sur la compo de Deschamps. Bien, ouais. Quasiment tout le monde voulait Tolisso. Quasiment tout le monde était émerveillé par le trio d'attaque, Griezmann, Mbappé, Dembélé, ou en tout cas, on était très curieux de voir ce qu'une telle attaque pouvait donner. Et à l'arrivée, on a vu ce qu'on a vu face à l'Australie. Est-ce que ça remet tout en cause, ce match? Ça va remettre des choses en cause. C'est une certitude. On parlait tout à l'heure d'Olivier Giroud qui pourrait être le grand gagnant dans cette histoire, mais je pense que Blaise Matuidi ne doit pas être trop loin non plus, puisque Tolisso, par exemple, même s'il a été dans le combat, n'a pas réussi un match, n'a pas réussi clairement son match. Alors, à sa décharge, devant, ils étaient tous dans l'entonnoir, donc pour trouver des solutions, donner des ballons, c'est pas forcément simple. Maintenant, je comprends qu'on soit inquiet. Après, on peut aussi trouver des motifs d'espoir. Quand on regarde dans l'histoire des Coupes du Monde, il y a aussi beaucoup d'équipes qui ont démarré laborieusement. L'Italie, par exemple. Par des défaites, l'Espagne. Voilà, exactement. Soit on est en mode diesel et on va monter en puissance et on va apporter des ajustements et le groupe va bien vivre et on va progresser dans le tournoi. Soit, si on se réfère juste au contenu et on reste sur à peu près la même lignée, on est tout bonnement une équipe qu'on appelle surcotée. Voilà, non mais... Je veux dire, en face, c'est l'Australie quand même, il faut être sérieux. Je veux dire, c'est une équipe qui est certes bien classée au classement FIFA, mais qui est quand même une équipe très moyenne au niveau international. Donc, soit on ajuste et on progresse, soit on se voit beaucoup trop beau, parce que moi, les 180 millions, les 100 millions, les 150 millions... Ça marche pas comme ça, on n'additionne pas les valeurs des joueurs. Non, mais je les ai pas vus sur le terrain, là, clairement. Mis à part N'Golo Kanté, et peut-être les deux latéraux, là, qui ont fait le job avec Varane, on est très très loin du compte sur ce match. Régis, on est un peu plus d'une heure après la fin du match. Vous penchez de quel côté? C'était la bonne compo et il faut insister pour progresser, ou on remet tout en cause, ou en tout cas, qu'est-ce que vous remettez en cause? Quand vous êtes entraîneur, je peux vous assurer, cette réflexion après les matchs, elle est très agaçante pour nous, parce qu'il y a un travail qui est fait, donc la remise en cause, elle est difficile à accepter. Maintenant, quand vous êtes dans une situation comme ça, il y a un travail de fait qui a été fait pendant 2 ans, soi-disant une préparation de fait, et il y avait des schémas qui ont été mis en place. Il y a une forme d'incohérence par rapport à ça. Moi, c'est ça qui me dérange. Après, vous faites le constat. Ça fait 1 heure que le match est terminé. Je trouve que l'équipe de France a eu des soucis sur l'aspect physique. On a manqué de jus, on a manqué d'intensité, on a manqué un peu de tout ça. Alors, est-ce que c'est dû à la préparation? On a vu qu'on peut additionner les bons joueurs sur le potentiel. Il y a quand même un manque de complémentarité dans le domaine offensif. On a mis les joueurs qui ont le plus de potentiel, mais ils n'arrivent pas à se trouver. Est-ce que c'est à cause de l'organisation, ou est-ce que c'est les joueurs qui ne sont pas capables de jouer ensemble? Ou est-ce qu'ils n'ont quasiment pas joué ensemble? Ou est-ce qu'ils n'ont pas pratiquement jamais joué ensemble? Je crois que quand vous êtes dans un constat, à un moment, il faut essayer de se poser les vraies questions. Les vraies questions pour vous aujourd'hui, c'est quoi? Les vraies questions, vous prenez tous les matchs de préparation. Qui a marché avec qui? Qui a été complémentaire avec qui? Quelle organisation a bien marché? Quelle relation entre les uns et les autres a bien fonctionné? Et là, j'ai la sensation, moi, qu'on n'a toujours pas de réponse à ça, parce qu'on est toujours en train d'essayer des choses et de revenir
on en parlait pendant le match, parce qu'on a regardé le match ensemble, les grandes nations jouent pratiquement avec 80-85% la même équipe avec les mêmes joueurs parce qu'il y a des complémentarités qui se font. Et aujourd'hui, en équipe de France, elle n'existe pas. Donc revenir à des choses essentielles, à des choses qui ont fonctionné, et non pas d'essayer de mettre des joueurs avec le potentiel existant, le potentiel fort. C'est surtout devant, parce que sur les côtés, les deux latéraux, il n'a pas vraiment eu le choix. Sidibé, il est pété à moitié, et Mendy revient des croisés. C'est surtout devant que... Alors, on parle des latéraux. Je pense que Didier Deschamps, au départ, était parti avec Sidibé et Mendy. Régis, pardon. Pierre Niguet est avec des supporters de l'équipe de France. Leur ressenti, Pierre, après cette victoire face à l'Australie. Oui, nous sommes avec Yohan et Fabien. Yohan a le maquillage qui coule un petit peu, rassurez-nous. C'est pas des larmes de tristesse vu le spectacle que vous avez vu? Non, c'est pas la tristesse, on est déçus, ça c'est sûr. Ils auraient quand même pu mieux jouer. 5-10 premières minutes, super. Après, on s'est un peu endormi, quoi. On a essayé de donner de la voix, mais bon, on était passé. Fabien, au-delà du résultat, la victoire est là. Est-ce que vous êtes inquiet pour la suite de la compétition? Le niveau va forcément s'élever un petit peu. Comment vous le vivez en tant que supporter? Moi, je suis un éternel optimiste, pour l'équipe de France. Voilà, donc malgré tout, le match a été très moyen. Ça peut que être mieux pour la suite de la compétition, donc j'y crois On va monter en puissance. Juste une question, messieurs, sur l'un des faits du match. On en parle beaucoup en plateau, en débrief sur la chaîne depuis le début. C'est la sortie d'Antoine Griezmann remplacé par Didier Deschamps. Est-ce que ça vous a surpris vu des tribunes? Non, pas vraiment. C'est vrai qu'il a marqué le penalty. Mais sinon, c'est vrai que j'ai pas fait un super grand match. Non, son poste nécessitait d'être changé, je pense, avec Giroud, sachant qu'Mbappé et Dembélé étaient plus sur les ailes. Moi, je pense que c'était un bon choix. Pas forcément de surprise, merci messieurs. Sur le remplacement d'Antoine Griezmann, on va continuer à aller les voir, Messaoud. Voilà, les supporters, pas forcément inquiets, mais pas ravis non plus, comme nous d'ailleurs, du spectacle offert par les Bleus à Kazan. Merci Pierre, et c'est vrai que le remplacement de Griezmann, croyez-moi, il fait débat, il fera débat sur ce plateau dans quelques instants. Guillaume Dufy, et non pas Antoine Dufy, est avec nous depuis Kazan également. Guillaume, la question, elle était très simple. Votre ressenti depuis les tribunes, est-ce que c'est un match qui remet tout en cause la prestation, la qualité de la prestation, remet-elle tout en cause, ou bien il faut continuer comme ça et attendre des progrès? Ah non, j'espère qu'on va assister à des changements lors du prochain match contre le Pérou. Non, je pense que Didier Deschamps n'a pas avancé d'1 mètre, mais il a plutôt reculé de 3 ou 4 mois. Il faut absolument qu'il revienne sur ce qu'il a fait pendant 2 ans, ce qu'il a fait depuis cette mi-temps un peu tendue où il a dû hausser le ton. C'était en 8e de finale de l'Euro à Lyon contre l'Irlande, en donnant un peu les clés du camion à Antoine Griezmann, en le positionnant dans sa meilleure place, juste derrière l'attaquant. Ça avait fonctionné, ça a fonctionné pendant 2 ans. Pourquoi tout changer? Parce qu'on a vécu une heure triste contre la Colombie. Là, très franchement, on tâtonne. J'avais l'impression d'avoir vu un match de préparation avec des similitudes avec ce qui s'était passé il y a 2 ans lors du match inaugural de l'Euro. En face, c'était la Roumanie, ils étaient en jaune, on avait gagné 2-1, les Roumains avaient égalisé sur penalty, et on avait aussi beaucoup débattu sur le niveau de jeu. C'est ouais, enfin, je veux pas manquer de respect à cette équipe australienne, encore une fois, qui a montré de l'abnégation, une bonne organisation, par exemple à l'image de l'Iran, où avec une courroie de transmission, qui a été très bon, le joueur de Huddersfield. Mais enfin, l'Australie, c'est plus faible que la Roumanie, hein, je veux dire... Voilà, c'est un peu pour situer les choses. L'Australie a terminé derrière l'Arabie Saoudite dans son groupe de qualification à la Coupe du Monde. Et c'est quand même, c'est gênant. Sur ce qu'on a vu de l'Arabie Saoudite, effectivement, c'est un petit peu inquiétant. Julien, les réactions sur Twitter? Et notamment avec des internationaux français. On va commencer avec Benjamin Mendy. Regardez ce qu'il a retweeté, Benjamin Mendy. Il a montré les muscles. Cette victoire un petit peu au forceps de l'équipe de France. Les muscles, voilà, il a retweeté une publication du compte de l'équipe de France avec ses 3 biceps. Ensuite, on peut enchaîner avec Jérémy Janot, ancien gardien de l'ASSE. Regardez ce qu'il déclare sur Twitter. Par moment, dans le foot, il y a des défaites encourageantes, mais aussi des victoires inquiétantes. Ah oui. On est un petit peu dans le même... exactement. On va enchaîner avec Pierre Boubi. Pierre Boubi, un de nos collègues, un des consultants de la chaîne L'Équipe. Regardez, Pogba impliqué dans les 2 buts français, Giroud dans le 2e. Voilà, c'est le message envoyé par Pierre Boubi qui a adoré visiblement les prestations de Paul Pogba et d'Olivier Giroud. On parlait de Giroud tout à l'heure, le grand gagnant de cette rencontre. Et puis on va terminer avec Laura Flessel, la ministre des Sports. Un bon démarrage contre une équipe australienne méritante. Objectif atteint pour l'équipe de France. Bravo à nos Bleus. Voilà le message d'encouragement de la ministre des Sports. 1 heure après, encore une fois, c'est vrai que
c'est pour ça que je vous disais, après un peu plus d'une heure et la fin du match, c'est dur d'essayer d'être juste, quoi. Entre la déception de la prestation, mais c'est quand même une victoire pour lancer cette Coupe du Monde. On a du mal à se situer. On n'a pas envie de leur tomber dessus non plus complètement. Il faut pas leur tomber dessus. Beaucoup de monde a espéré les changements, les latéraux, que Tolisso joue, que Dembélé, l'organisation. On se rend compte quand même qu'une forme d'expérience, ça reste quelque chose d'important dans une équipe. Et surtout quand vous débutez une compétition comme la Coupe du Monde. Aujourd'hui, après le match, alors vous allez me dire c'est toujours très facile après les matchs de faire des analyses. On est tous en train de dire que les grands vainqueurs sont Matuidi et Giroud. Et aujourd'hui, maintenant, on va dire, c'est eux qui auraient dû jouer. Donc, mais encore une fois, on n'est pas dans une forme de cohérence de ce qui a été préparé. Voilà, on a eu 2 ans pour préparer la Coupe du Monde, une mise en place, une organisation, une complémentarité. C'est comme si on avait commencé il y a quelques semaines juste à préparer cette compétition finalement. Il y a des questions qui vont se poser parce que lui, Deschamps a quand même fait des choix forts. On est d'accord, pas d'accord. Il choisit Dembélé. Bon, Dembélé fait pas un bon match, il est fantomatique. Mais le prochain match, s'il a choisi Dembélé face à l'Australie, c'est que c'est un choix fort. Je pense qu'il y a peu de chances qu'il le mette. Mais quelque part, pour son crédit à lui, d'enlever Dembélé, qui a été un choix fort, ça interroge. Ça veut dire que ton capitaine, la barre, il ne sait pas très bien où il l'amène. Donc c'est vrai qu'on peut s'interroger à ce niveau-là. Il pourra toujours s'abriter, et il s'abritera, et je pense qu'il aura raison. Ouais. Qui fait une équipe aussi en fonction de l'adversaire. Là, on allait jouer l'Australie, où on pouvait penser, parce que depuis 9h ce matin, on a dit des choses quand même, on pouvait penser que de mettre une équipe du genre de celle qu'elle a faite, ça pouvait marcher contre des Australiens rugueux, lents, pas très techniques, tout ça était à peu près faux d'ailleurs, mais que ça pouvait marcher, et qu'il a prévu contre le Pérou, de faire quelque chose il avait déjà prévu. Parce que pour être champion du monde, il faut avoir prévu ces 7 matchs. C'est pas aujourd'hui l'Australie. On reparlera peut-être du problème physique qu'a évoqué Régis. On peut revenir là-dessus aussi, parce que le physique, on a vu qu'il était en dessous contre les États-Unis. Tout le monde a dit on a travaillé trop dur pour ce match des États-Unis, mais c'est pas grave. Il y a quand même eu 2 séances d'entraînement annulées cette semaine, très vraisemblablement parce qu'on s'était aperçu que physiquement, ça avait été trop dur et qu'il fallait les remettre d'aplomb. Aujourd'hui, physiquement, on peut considérer, même si en fin de match, les autres ne sont plus là, c'est qu'ils n'ont pas été au niveau. Alors, je les ai entendus dire, mais le terrain était sec. Pour les 2 équipes. Le terrain était dur. Oui. Mais ils ont manqué de rythme, ils ont manqué d'intensité. C'est vrai, ces mots-là, ils ont été prononcés par Régis. Je pense qu'ils seront prononcés par les joueurs et par d'autres. Le prochain match, c'est mercredi. Peut-être que physiquement, tu te sens mieux. Jeudi, ce sera jeudi. Jeudi, oui. 17h. Un peu plus libéré. Avec un horaire plus favorable, 17h. Moins fébrile. L'horaire, attends, les Australiens, le décalage horaire, c'est 12h. C'est pareil. J'essaie, moi, de donner des petits arguments comme ça. On a beaucoup évoqué sur l'aspect technique qu'il allait écarter cette équipe pour pouvoir passer sur les côtés. Et il n'a pas mis l'équipe dans leur animation offensive qui a mené ça. L'équipe était mise en place pour avoir une participation des latéraux pour essayer de mettre des ballons dans la surface. Dites-moi, les latéraux, quand ils ont centré? Vous nous direz ce qui n'a pas marché au niveau de l'attaque de l'équipe de France avec votre petite mise en place sur votre tableau, Régis, dans quelques instants. Guillaume Dufy souhaite réagir. Oui, c'était juste pour vous raconter un peu qui est Didier Deschamps en tant que sélectionneur. Il s'est occupé des Français au Brésil lors de la précédente Coupe du Monde et de l'Euro en France. Sur 12 matchs qu'il a coachés, il a effectué 10 compositions différentes. Alors pour rejoindre ce que disait Charles Bietri, il s'adapte constamment à l'adversaire, et même si aujourd'hui certains joueurs avaient pu sortir la tête de l'eau ou être moins ridicules qu'ils l'ont été aujourd'hui, on aurait de toute façon assisté à des changements jeudi prochain contre le Pérou. Didier Deschamps est un homme qui aime faire tourner son effectif 10
compositions différentes sur 12 matchs, c'est quand même énorme. Argentine-Islande, les amis, Candice. Ça y est, le compteur est débloqué pour l'Argentine. Le but de Sergio Agüero sur sa première frappe de la rencontre. Après presque 20 minutes de jeu, l'Argentine qui poussait. On a vu Messi tout à l'heure frapper. C'était cadré, mais ça a été repoussé. Et là, c'est le Kun Agüero qui vient inscrire son 38e but en sélection et qui vient aussi soulager cette équipe d'Argentine qui a aussi tremblé défensivement et qui a concédé une énorme occasion pour l'Islande un peu plus tôt dans cette rencontre. Donc ça y est, 20e minute de jeu, le but de Sergio Agüero. Ce but magnifique au point de pénalty. Il est trouvé pied droit, il se retourne pour frapper pied gauche. Aucune chance pour le gardien, il trouve pratiquement la lucarne. Ça fait 1-0 pour l'Argentine face à l'Islande. J'ai l'impression qu'il était légèrement soulagé, le sélectionneur argentin Sampaoli, Candice. Ah oui, effectivement, c'est l'équipe de Messi, mais c'était compliqué par moment, mais ça y est, l'Argentine a trouvé le chemin défilé et on sent que le jeu est un peu plus huilé, ça va un petit peu mieux, mais effectivement ça soulage aussi Sampaoli sur son banc. Petite dédicace à Guardiola ou pas pour Agüero? Non, pas vu, non, j'ai a priori pas forcément, non. Ça va faire du bien à cette équipe d'Argentine d'ouvrir le score si vite finalement, c'est bien, après moins de 20 minutes de jeu. Ça va faire du bien, et puis du bien à son buteur, le Kun Agüero, qui est le copain de Messi. Rappelons quand même que Sampaoli se passe d'Icardi, qui aurait pu être en concurrence, donc quelque part, ça valide aussi son choix pour l'instant, après 20 minutes de jeu. Ça veut dire que l'Argentine mène 1-0 devant l'Islande en Coupe du Monde. Rien de plus, quand même. J'extrapole. Vous avez le droit d'extrapoler, de vous enflammer. Tout, c'est du football et on est là pour ça aussi. Mais pour un attaquant, marquer, c'est bon pour la confiance. Oui, s'il en met un deuxième, on pourrait dire que l'Argentine mène 2-0. Et quand il en mettra un troisième, on dira quoi? 1, 2, 3, vive Argentine. Ben voilà, c'est pas mal. Comme certains. Alors, on vous le rappelle quand même, on est ensemble depuis 9h. Nabil Djellit ne s'est pas réveillé aussi tôt depuis. Il s'en souvient même plus. C'est vous dire. Si, Mathusalem. Depuis Mathusalem. Voilà, bravo. Et là, il y a un regain de forme en ce moment. On va parler d'Antoine Griezmann et de ce changement évidemment intervenu à la 70e minute. Ça fait débat évidemment. D'abord avec vous. Alors, cette info. C'est quoi? Il a été élu homme du match, Antoine Griezmann, homme du match par la FIFA. Mais attention, ce sont les fans qui votent pour décerner ce titre. Donc Antoine Griezmann a raflé beaucoup de suffrages visiblement des fans français. Alors, ça veut dire quoi? C'est le coup de Chaperon, élu arbitre de l'année. Je pense qu'ils ont voulu se moquer de lui. Vous accordez pas de crédit aux fans? Non, mais hier, regardez le match Iran-Maroc, Amin Harit. L'Iran gagne le match avec un gardien qui a réussi une performance remarquable. C'est Harit qui fait du slalom pendant le match, qui aurait été peut-être homme du match dans un match à 5, qui est élu homme du match. Donc bon, là, c'est les fans qui votent. Donc il y a une identification. Griezmann, c'est la star de l'équipe de France. L'équipe de France a gagné, c'est Griezmann l'homme du match. Les fans regardent une autre chaîne. Ceux qui votent. Ouais, exactement. Il a marqué son premier but en Coupe du Monde, Antoine Griezmann. Sur son changement, est-ce que Didier Deschamps lui a envoyé un message aujourd'hui en le faisant sortir à la 70e minute? Vous me donnez votre réponse dans un instant, mais on va quand même, pour poser les choses, voir ses stats. Est-ce que c'est en sa faveur? Pas vraiment. Pour Antoine Griezmann, vous allez le voir, 32 ballons touchés pour le numéro 7. Oh, l'Islande qui égalise. L'égalisation de l'Islande. Et oui, il est signé Finn Bogason. On avait parlé des erreurs défensives de l'Argentine. Encore une fois, une mauvaise relance avec sur le côté droit, c'est Sigurdsson qui a centré. Et puis il y a eu de la panique, une mauvaise sortie de Caballero qui a remis le ballon sur un Islandais qui a pu retrouver Sigurdsson qui était resté sur le côté droit, le centre derrière et encore le cafouillage pour permettre derrière à Finn Bogason d'aller couper la trajectoire de ce ballon dans les 5,50 m. Suite encore une fois à un ballon mal dégagé de la part de Caballero directement sur le gardien islandais. Un but partout après 23 minutes de jeu. Mais vous voyez Charles, il y a un but partout. L'Argentine ne gagne plus face à l'Islande pour le moment. Qu'est-ce que vous sous-entendez, Candice? C'est plus difficile sur le terrain que sur le papier, voilà. Et une coquine, Candice. Mais l'Australie a égalisé 2 minutes après contre la France aussi, je crois. Ouais, 4 minutes et 7 secondes même, très précisément, pour l'égalisation. Vous voulez une analyse ou pas? J'hésite. Rappelons quand même que l'Argentine a perdu son gardien titulaire avant la Coupe du Monde.
Romero. Ouais. J'ai l'impression que Caballero, qui est remplaçant à Chelsea, n'est pas exempt de tout reproche sur cette situation. Voire même loin de là, sur ce ballon qu'il a dégagé sur l'Islandais. On revient au stade de Griezmann. Exactement, Messaoud, avec 32 ballons touchés donc pour Antoine Griezmann, 13 ballons perdus, c'est 5 tirs, 3 cadrés pour le numéro 7 français, 58% de passes réussies. C'est pas fameux pour notre leader technique national. Alors, le bus de... Alors, j'allais dire, est-ce que c'est le bus de l'équipe de France? J'ai l'impression que oui, ces images en direct, grâce à Tanguy Carwas qui est aux côtés de Guillaume Dufy. L'équipe de France qui quitte donc la Kazan Arena. On va suivre évidemment ces images en direct pour accompagner le départ des Bleus. Soulagés donc de s'être imposés face à l'Australie, mais évidemment que la qualité du match forcément pose question. On reste avec ces images en direct. L'équipe de France qui va pouvoir regagner son camp de base d'Istra, non loin de Moscou, pour préparer le prochain match. Ce sera donc jeudi à 17h, France-Pérou, pour le deuxième match de ce groupe. On poursuit la discussion sur Antoine Griezmann. Est-ce que c'est un message envoyé par Didier Deschamps? Est-ce que ça vous trouble? Est-ce que ça vous gêne? Est-ce que c'est normal? Est-ce que ça pose question? Son changement. Moi, je ne pense pas que ce soit un message. Le problème de Didier Deschamps, c'était de gagner ce match-là. Avec Griezmann, il pensait qu'il n'allait pas le gagner. Et peut-être même le perdre. Donc, il ne pense pas à lui envoyer un message. Il dit, oh là là, il faut vite changer quelque chose parce qu'on est en panique, ça ne marche pas. Ça tombe sur Griezmann, ça aurait pu tomber sur Dembélé. Ça tombe sur lui parce qu'il a envie de réorganiser et qu'il a compris, il n'a pas besoin de moi pour comprendre, mais que le football, c'est né en 18e siècle, 19e siècle, je crois. Un petit moment, ouais. Ça se joue avec un avant-centre, une pointe, dans à peu près toutes les équipes du monde. À une ou deux exceptions près, le Barça. Ouais. Ou alors, quand on a 10 extraterrestres à côté. Non. Et là, je pense qu'il a pensé ça. Alors, ça tombe sur Griezmann quand même. Normalement, ça ne tombe pas sur votre meilleur joueur, ou votre supposé joueur vedette. Charles, très sincèrement, j'entends, mais c'est vrai que moi, j'ai été surpris. Est-ce que, par exemple, si l'équipe d'Argentine tourne moyennement cet après-midi, si le Portugal tourne moyennement, est-ce que Messi, est-ce que Ronaldo sort? C'est quand même ton meilleur joueur. Tu dois adapter la situation à ton meilleur joueur. Moi, je pense quand même, je ne sais pas, je ne suis pas dans l'esprit Didier Deschamps. Nabil, tu ne vas pas comparer Griezmann avec Messi et Ronaldo. Mais ici, non. Vous êtes dingue. Mais je te prends Messi. C'est un bon joueur, mais attends, on peut descendre d'un cran. On peut prendre une autre équipe nationale avec un joueur à la hauteur de Griezmann ou pas loin, que je ne vois pas non plus forcément sortir par son sélectionneur. C'est très surprenant. Allez, peut-être Mohamed Salah. Est-ce que tu vois l'Égypte sortir Mohamed Salah? Non, mais tu vois ce que je veux dire? Moi, ça me surprend quand même. Je veux dire, c'est pas anodin. Et puis, il tire la gueule quand il sort, en termes de com. C'est la comparaison que tu fais. Ouais. Maintenant, je peux comprendre qu'il y a un message qui est passé, que j'ai du mal. Il n'a pas fait un bon match, avec Griezmann. Mais il y a plusieurs messages qui sont passés. Il y a un message par rapport aux joueurs, qui lui fait peut-être comprendre sa communication il y a 48 heures par rapport à son avenir. Donc, est-ce qu'il lui a fait passer un message? Tu t'es plus préoccupé de ta communication et de ton club, et puis tu n'as peut-être pas fait le match qu'il fallait. Et puis, la communication vis-à-vis de son groupe. Il n'y a peut-être pas, quel que soit le statut du joueur... Personne n'est intouchable. Personne n'est intouchable. En tout cas, maintenant, vous ne mettez pas le joueur en totale confiance en faisant passer ce message sur le premier match. Et là, dans la gestion... par rapport à Griezmann et le sélectionneur, je ne sais pas comment ça va se passer, et puis ça se passe peut-être très bien en interne. Il y a un hic, en tout cas. Il peut y avoir un petit souci. Alors, voyons encore une fois, le ressenti des supporters aux côtés de Pierre Niguet en direct de la Casa Bleue, le lieu de rassemblement des supporters de l'équipe de France après ce match face à l'Australie. Ça fait énormément débat sur le plateau, en tout cas le remplacement de Griezmann. Est-ce que chez vous aussi, Pierre ? Avec Philippe et Corentin qui étaient dans les travées du Kazan Arena. On parle d'Antoine Griezmann beaucoup. Je commence avec vous, Philippe. Il a marqué un but. Comment vous l'avez trouvé avant son remplacement? Comment vous l'avez trouvé pendant les 70 minutes qu'il a passé sur la pelouse? Moi, je pense que globalement, c'était pas trop mal non plus. Après, moi, personnellement, j'aurais plutôt sorti à la place de Dembélé
j'aurais plutôt sorti Dembélé pour faire entrer Giroud à la place parce qu'on avait vraiment besoin, je pense, d'un joueur qui est vraiment bon de la tête, quoi. Et ils avaient vraiment beaucoup d'impact physique et je pense qu'on a un petit point en pivot avec Mbappé et Giroud, et Griezmann qui tournaient autour. Je pense que ça aurait vraiment pu être intéressant, quoi. Donc on l'a quand même vu, hein. Dembélé a été remplacé par Olivier Giroud, Griezmann par Fekir. Corentin, ce remplacement de Griezmann, est-ce que pour vous c'est une petite sanction de la part de Didier Deschamps? Non, je pense pas. Je pense que vu la physionomie du match, c'était important de changer parce que on voyait que ça, il n'y avait pas de percussion à l'avant, ça passait pas. Du coup, je pense qu'il fallait changer de pointe en fait. Et Giroud a apporté ce qu'il fallait, je pense. Il a été élu homme du match. Est-ce que ça vous surprend, Antoine Griezmann? Un petit peu. J'aurais plus mis N'Golo Kanté qui a récupéré beaucoup de ballons, ou Pavard personnellement. Mais Griezmann a fait son match. Hein, on va pas... Voilà, donc vous voyez, Antoine Griezmann n'a pas forcément convaincu l'ensemble des supporters, ou en tout cas ne sont pas étonnés du remplacement de Griezmann en cours de rencontre. Alors, sa note demain dans le journal L'Équipe. 4. Griezmann? Non. 3. 3,5. Il y a plus de demi-points, mais c'est ça. 3, les amis. 3 dans le journal L'Équipe demain pour Griezmann. Alors, pas tremblé sur le penalty. 3 pour Griezmann demain. Tiens, on va demander à Guillaume Dufy, qui, je ne sais pas s'il va être solidaire de la note ou pas dans le journal demain pour Griezmann. Vu du stade, plus sérieusement, Guillaume, 3, ça vous semble dur ou justifié pour Griezmann? Un tantinet dur parce qu'il ne faut pas oublier que c'est lui qui a marqué le penalty, c'est lui qui le provoque aussi. Alors un penalty c'est peut-être simple à réaliser, mais c'est un geste technique, il faut savoir le faire et lui n'en rate pas beaucoup. Alors effectivement son changement va faire jaser et va faire énormément parler, mais il faut se rappeler aussi qu'en 2016, la gestion du temps de jeu de Griezmann par Deschamps avait aussi suscité des débats. Il n'avait pas joué le deuxième match. Et pour rebondir sur ce que disait Régis Brouard tout à l'heure sur le fait qu'il peut-être perdre la confiance de Deschamps. Moi, je pense que déjà, en lui demandant de jouer dans ce 4-3-3, qui n'est pas le système qu'il privilégie, il l'avait dit à l'Euro 2016, il veut jouer dans un 4-4-2 sous un attaquant. Il ne l'a pas fait aujourd'hui. Il n'a pas été entendu. Donc, c'est quand même un signe important à prendre en considération. Charles, c'est le bus de l'Australie qu'on a aperçu visiblement. À la fois la note et effectivement la remarque de Guillaume sur le système. Il y a un cas, Griezmann, qui peut naître en équipe de France? Un cas, je ne sais pas, mais on a vu aujourd'hui qu'il y a un poste où il ne peut pas jouer. Ce qui me paraît logique depuis déjà pas mal de temps. Il ne peut pas jouer s'il n'y a pas quelqu'un devant lui, parce que c'est un très bon joueur de foot. C'est sûrement pas Messi et Ronaldo, on en est très très loin, même très très loin. C'est peut-être le meilleur joueur français, j'en suis même pas certain, parce qu'aujourd'hui, par exemple, un joueur comme Kanté a été très important dans ce match-là, et c'est pas la première fois que Kanté est le meilleur français, donc je suis pas sûr que Griezmann soit le meilleur français déjà. En tous les cas, il a besoin d'un système de jeu dans lequel il peut rentrer, et il ne peut pas être dans n'importe quel système de jeu. Aujourd'hui, il était dans n'importe quel système de jeu pour lui. Donc le cas, non, parce que je crois qu'il va refaire jouer Griezmann, évidemment, Deschamps, mais pas dans cette organisation-là, et il sera meilleur. Le meilleur, j'en sais rien. Enfin, on attend beaucoup plus de lui, mais ça interpelle. Il parlait de cohérence, Régis. Quand il rentre Giroud, normalement, celui qui laisse sur le terrain, c'est Griezmann avec Giroud. C'est ce qu'on a vu depuis 2 ans. C'est pour ça qu'on a le droit on est là en train de débattre, de s'interroger. Celui qui doit sortir, dans ces cas-là, c'est Mbappé. Ou alors, il considère qu'Mbappé est l'attaquant numéro 1 de l'équipe de France. Mais oui, sauf que quand Griezmann sort, l'équipe de France ne gagne pas. Et à la fin du match, l'équipe de France a gagné. Ça, c'est juste un fait. Eh bien, justement, Régis, je vais vous laisser aller vers notre labo pour nous montrer avec votre tableau ce qui n'a pas marché pour Griezmann et l'attaque des Bleus. Vous dirigez tranquillement vers le tableau. Ça me laisse le temps d'aller voir Pierre qui est avec un supporter et on fera un point sur Argentine, Islande avec Candice. Oui, avec Joël qui a un message pour sa femme. Bisous à ma chérie Fabienne que j'ai laissée pour le foot. À votre avis, Joël, est-ce que Fabienne a trouvé qu'Antoine Griezmann a fait un bon match de foot tout à l'heure? Alors là, je ne peux pas vous dire parce que je ne l'ai pas eu au téléphone. Par contre, elle a suivi le match, elle suit le football. Et vous l'avez trouvé comment, Antoine Griezmann? Je ne l'ai pas trouvé à l'aise. Sincèrement, je l'ai vu sur le côté, il bougeait pas assez. On sent qu'il n'était pas dans son match. Pourquoi, je ne sais pas. Est-ce qu'il était fatigué? Mais il n'était pas là. Pour moi, il était inexistant.
Et je pense le remplacement, il fallait le faire. On parle beaucoup de l'animation offensive de cette équipe de France. Ça tâtonne un petit peu, Joël. Il faut le dire. Elle vous séduit pas encore cette attaque ou elle vous séduit déjà? Non, aujourd'hui, j'ai pas vu un beau match. Elle m'a pas séduite du tout. Ils sont pas du tout rentrés dans le match correctement. Ça jouait trop doucement et dans des petits espaces. Ça marchait un peu quand ils débordaient sur l'aile droite ou sur l'aile gauche, mais sinon, j'ai trouvé que ça manquait de percussion et ça n'allait pas, quoi. J'espère que les autres matchs seront beaucoup mieux parce que là, je vais vous dire sincèrement, on s'est ennuyé. Merci Joël pour cette belle analyse, évidemment. On embrasse Fabienne qui nous regarde. Fabienne, on embrasse tous Fabienne, évidemment, Charles, Nabil et Julien. Ouais, même Régis l'embrasse depuis le labo pour la tactique dans un instant. Mais on va faire un petit point score rapidement. Argentine-Islande, on a passé la demi-heure de jeu, Candice. Grosse dizaine de minutes à jouer en première période et il n'y a pas eu de réaction argentine après l'égalisation islandaise. On sent que les Argentins sont surpris d'être tenus en échec par cette belle équipe islandaise qui a la fougue, l'envie aussi de cette première participation en Coupe du Monde. On sent les joueurs islandais très concentrés, très solidaires. À chaque fois qu'il y a un Argentin qui a un ballon, on voit 1, 2, voire 3 joueurs autour de lui pour le presser. Lionel Messi d'ailleurs en fait les frais. On l'a vu plusieurs fois déposséder du ballon. Mais derrière, l'Argentine n'a pas eu d'occasion, si ce n'est des frappes lointaines mais pas cadrées pour venir inquiéter. Donc Alderson, le gardien islandais. Donc pas de réaction pour l'instant du côté argentin. Toujours un but partout entre les deux équipes. Il reste 10 minutes à jouer en première période. Argentine-Islande, façon lâcher de l'équipe. Et puis on continue à débriefer donc la victoire de l'équipe de France face à l'Australie. Régis, qu'est-ce qui n'a donc pas marché pour l'attaque des Bleus et pour Antoine Griezmann également, avec votre tableau? Alors je ne vais parler que quand ils avaient le ballon, hein, à l'équipe de France. En règle générale, ils étaient dans une forme de losange avec Griezmann et 2 attaquants. Alors il est arrivé où de temps en temps ça s'est passé comme ça avec une seule pointe et 2 joueurs en dessous. Donc l'idée de Deschamps à mes yeux, c'est qu'il leur avait demandé à eux 3, quelle que soit la position, d'avoir beaucoup de mobilité dans leur déplacement. Malheureusement, il n'y a eu qu'au bout de 10 minutes où il y a eu un appel de Mbappé dans la profondeur qui a terminé sur une frappe en tout début de match. Et cette situation de jeu, elle s'est pratiquement jamais procurée ou jamais passée parce que l'équipe adverse resserrée énormément dans l'axe, fermer les espaces. Et ces 3 joueurs qui sont très habiles dans les espaces réduits ont été obligés de porter le ballon et d'essayer d'éliminer des joueurs pour créer un peu d'espace. Et ça s'est jamais passé. Donc dans ces cas-là, les 3 joueurs sont pratiquement marchés dessus parce qu'ils sont dans le même type de profil de joueurs, d'éliminer dans les espaces réduits et de pouvoir jouer vite en première intention. Et malheureusement, les combinaisons à 2 ou à 3 ne se sont jamais passées parce qu'ils n'ont jamais joué en première intention. Et comme l'équipe adverse resserrait bien au niveau à l'intérieur du jeu, très peu d'espace, beaucoup de déchets, beaucoup d'interventions des défenseurs et difficile. Autre problème, pour mettre en valeur 3 joueurs comme ça dans le domaine offensif, je pense que Didier Deschamps avait demandé la participation des latéraux. Il y a eu très peu de participation des latéraux, même s'il y a eu des demandes. Pavard et Hernandez ont souvent été très très haut dans le jeu, mais malheureusement, ils n'ont jamais pu les trouver à 2 ou à 3, ou inversement, pour essayer d'animer quelque chose et de mettre à contribution la défense adverse. Donc je crois que les 3 se sont un peu marchés dessus parce que ce sont des joueurs qui ont le même profil. Juste pour compléter les propos de Régis, le trio offensif s'est échangé 4 passes seulement durant le match. Sérieux? Oui, sérieux. Les 3. Les 3, regardez, Griezmann pour Mbappé, c'est seulement 2 passes échangées. Mbappé pour Griezmann, 2 passes également échangées. Et Dembélé et Griezmann, aucune passe échangée pour ces 2 joueurs. Il n'y a plus de discours. Quand tu vois les chiffres comme ça, il n'y a, plus de discours. On aurait vu ces chiffres-là avant, on n'envoyait même pas Régis dans le laboratoire derrière, c'était pas la peine. C'était pour compléter ses propos. Oh là 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 là, cette journée spéciale va continuer dans quelques instants. Le Tour de Suisse, la 8e étape, puis l'équipe d'Estelle pour continuer à débriefer cette première victoire de l'équipe de France face à l'Australie, parce que les Bleus ont gagné tout de même. On va remercier Guillaume Dufy. Tout d'abord, Guillaume, le périple pour retourner à Istra pour vous. Alors le périple pour retourner à Istra, on va prendre un bus vers 19h, on va aller à l'aéroport, on va décoller, on va atterrir vers 23h30 et puis ensuite 1h30 de bus pour rejoindre notre chère forêt d'Istra et on se retrouvera demain. Ça me paraît jouable. Merci beaucoup Guillaume. Merci. Pierre Liguet, merci infiniment. Vous nous faites vivre cette journée spéciale depuis 9h avec Anne-Sophie Bernadi. Merci infiniment pour toutes les images. Même périple pour vous? Même périple, je ne ferai pas mieux que Guillaume, c'est exactement la même chose.
Si vous ne faites pas avec lui, c'est encore mieux, je pense. Mais non, c'est pas sûr. Non, je plaisante. Merci beaucoup, Guillaume. Vous étiez avec Tanguy Kerwas et Anne-Sophie Bernadi, accompagné Pierre Niguet. L'équipe d'Estelle, juste après le Tour de Suisse. Donc, merci, Charles. On vous retrouve dans l'équipe de Russie, évidemment. Il y en a un qui a de la chance que l'émission ne soit pas plus longue, c'est Umtiti. Parce qu'on n'a pas parlé de lui. Oh là là, mais ce sera dans l'équipe d'Estelle. Il y aura 3 heures d'équipe d'Estelle. Allez, merci infiniment les amis. Le Tour de Suisse nous attend pour la 8e étape et l'équipe d'Estelle, ce sera dans la foulée.